Bonjour à tous. J'ai l'immense honneur de vous faire la dernière conf de Mobilix Immobilier. Déjà, moi, j'aime beaucoup cette conf parce qu'elle permet une chose qui n'existe pas trop dans les confs à Paris, où on est tous dans des cases super précises de développeurs Android super spécifiques en natif, etc. Ici, on arrive à faire des choses, sortir un peu des cases, faire des choses qui vont un peu plus loin. Et du coup, ça m'a permis de vous proposer quelque chose qui allie mes deux passions dans la vie, les apps mobiles et les voitures. Et je voulais vous parler de ça. Il se trouve que quand j'ai proposé ce talk pour passer un petit coup de gueule envers Apple, envers Google, parce que on a des annonces depuis des années, il n'y a rien qui bouge. Il se trouve que depuis 3 semaines, tout a changé. J'ai dû réécrire tous mes slides. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que j'ai comme légitimité, moi, de vous parler de voiture aujourd'hui et de parler d'iOS et d'Android dans la voiture. Déjà, je suis dev iOS et Android natif depuis beaucoup trop longtemps, depuis plus de 15 ans, et depuis plus de 8 ans dans une entreprise qui loue des voitures. Par contre, j'ai pas d'app, et j'ai pas d'app à vous montrer, j'ai pas d'app à vous vendre aujourd'hui, parce que j'ai pas d'app sur les stores qui vont vous démontrer ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et je ne vais pas vous donner des infos qui sont sous NDA, parce qu'il y a beaucoup d'infos sur NDA sur ce sujet, et évidemment, je ne peux pas les donner. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire qui sont disponibles dans le public. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer. Et surtout, la vraie légitimité que j'ai pour vous parler de ça, c'est que moi, j'aime bien les voitures, j'aime bien utiliser des voitures, j'aime bien utiliser mon téléphone sur les voitures, et c'est de ça qu'on va parler. Je vais citer beaucoup de marques de voitures. Je ne travaille pas pour un constructeur de voitures, mais c'est pas grave. Déjà, petite restriction de ce dont je vais parler. On va parler plutôt des voitures qui sont vendues en Europe, parce que les modèles de voitures qui sont présents en Europe et qui sont présents ailleurs dans le monde ne sont pas forcément les mêmes, et notamment les voitures qui sont présentes en France. En France, on a beaucoup de constructeurs français. On a le groupe Stellantis avec Peugeot, Citroën, Opel. On a l'alliance Renault-Nissan. On a aussi beaucoup de constructeurs allemands. Le groupe Daimler avec Mercedes, le groupe Volkswagen avec Audi, BMW. On a des constructeurs asiatiques comme Hyundai ou comme Toyota. On a aussi des constructeurs américains, des historiques comme Ford et Volvo. Je le compte encore dans Volvo parce que leur dernier modèle était encore chez Ford. Et le petit nouveau qui arrive, qui fait un peu des hauts et des bas et dont on va parler, qui est Tesla, bien sûr. Globalement, c'est le gros des voitures qui sont vendues aujourd'hui en Europe. Ce qui change beaucoup en ce moment, c'est la possibilité d'avoir des constructeurs chinois, notamment, qui vont arriver avec des modèles électriques. C'est pas pareil. On va pas en parler aujourd'hui, mais ça peut bouger beaucoup là-dessus, et peut-être que ce que je vous dis là va être périmé si le marché change sur ça. On va commencer par ouvrir la fenêtre de notre voiture tranquillement, regarder le paysage et qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui sur votre téléphone et qu'est-ce que vous utilisez tous déjà. Si vous avez une voiture, vous utilisez sûrement ça. Alors ici, c'est CarPlay. Là, on est en 2016. C'est la première version de CarPlay sur une voiture grand public. Sur une des premières utilisations. Donc là, c'est sur une Mercedes Classe A en 2016. CarPlay, c'est quoi? C'est un écran déporté de votre téléphone qui se met à la place de l'écran de votre véhicule, ce qu'on appelle dans le milieu l'infotainment. Donc ça va remplacer l'infotainment de votre véhicule et ça va permettre de donner des fonctionnalités qui viennent de votre téléphone directement sur le véhicule. Donc il faut vraiment voir ça comme un écran déporté qui va me permettre d'accéder à de la navigation, à de la musique et à de la messagerie. C'est ça les fonctionnalités de base. L'autre fonctionnalité super importante de CarPlay, tel qu'il est vendu à la base, c'est l'intégration avec Siri. Et parce que je suis en train de conduire, parce que j'ai les mains sur le volant, c'est le contrôle à la voix qui va être la façon la plus simple d'interagir avec ma voiture. Je dis la première voiture, une des premières voitures en tout cas grand public, parce qu'en fait, si on vient vraiment dans l'historique, la première voiture officiellement à avoir CarPlay sur le marché, c'est cette voiture, la Ferrari FF. Très belle voiture au demeurant, mais qui n'est pas totalement grand public. Et donc vraiment, c'est plutôt arrivé par des modèles de luxe, par certains modèles de luxe. Malheureusement, à l'époque, j'ai pas pu tester la Ferrari FF avec CarPlay, mais ça aurait été une très bonne occasion de tester CarPlay à l'époque. Surtout sur circuit, il doit y avoir des trucs sympas.
Aujourd'hui, CarPlay, ça a finalement pas tant évolué que ça. Et si vous utilisez CarPlay dans votre voiture, ça ressemble à ça aujourd'hui. Ça, c'est la version de CarPlay qui est présente sur le site d'Apple. Il y a un peu plus de multitâche, il y a un peu plus d'accès à d'autres applications, d'autres providers, mais finalement, les fonctionnalités qui sont présentes, c'est toujours les mêmes. Petit aparté, alors ceux qui viennent de Nantes connaissent peut-être ce péage, j'ai choisi un péage qui a priori fait polémique à Nantes, mais dans les intégrations de CarPlay, il y a un sujet qui fâche, et ce sujet qui fâche, c'est est-ce qu'on l'a avec un fil ou est-ce qu'on l'a sans fil, et ça a beaucoup d'impact, notamment sur certains constructeurs comme BMW, qui ont choisi de faire une intégration uniquement sans fil, et dans ce genre de situation, si je m'approche ici, ça va lancer la caméra de recul du véhicule, qui va prendre la main sur le véhicule, qui va faire planter le Bluetooth, qui va me couper CarPlay et je perds ma navigation Waze. C'est la pire des expériences possibles. Et aujourd'hui, il se trouve que si vous avez les moyens, je vous conseille, et donc pas sur une BMW, je vous conseille de quand même utiliser le câble. C'est plus fiable pour ce genre de choses. Et on a encore des limitations comme ça qui sont très frustrantes pour l'utilisateur. Dans le monde d'à côté, chez Android, qui est apparu juste après, on a Android Auto. Je ne vais pas tout vous faire l'histoire d'Android Auto, mais globalement, Android Auto, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que ce qui est disponible sur CarPlay. C'est la même chose, je brode mon téléphone, c'est mon téléphone qui prend la main sur la voiture, et j'ai toutes mes fonctionnalités qui sont disponibles sur ma voiture. Petite précision sur Android Auto et anecdote personnelle là-dessus. Il se trouve que Android Auto était disponible à partir d'Android 8, même 7. Aujourd'hui, il est disponible qu'à partir d'Android 10. Les utilisateurs avant installaient une app et ont eu ce message Android Auto pour mobile ne sera bientôt plus disponible. Il se trouve que ce screenshot, c'est un screenshot que m'a envoyé mon père, qui me cherchait une solution. Il n'y a pas de solution à ça. Si vous avez un Android trop vieux, vous ne pouvez plus utiliser Android Auto. Comment j'ai résolu ce problème? Je lui ai offert un Android pour son anniversaire. Mais en vrai, on a vraiment une rupture technologique là-dessus, donc il faut faire un peu attention avec Android sur les versions supportées. Il y a un acteur aujourd'hui qui ne supporte pas ni CarPlay ni Android Auto. Aujourd'hui, toutes les voitures neuves du marché, quelles qu'elles soient, enfin, en tout cas, sauf les constructeurs chinois, donc toutes les voitures neuves vendues en Europe aujourd'hui, supportent CarPlay et Android Auto. C'est devenu omniprésent, tout le monde utilise ça, et c'est même incompréhensible pour un utilisateur qui rentre dans une voiture neuve de ne pas avoir son Waze ou son Spotify directement sur sa voiture. Il y a un constructeur qui bloque complètement ça, et c'est Tesla. Alors Tesla, sur tous ses modèles, sur la Model 3, sur la Model Y, sur la Model S, ne supporte pas CarPlay, ne supporte pas Android Auto. Il y a des hacks qui permettent de le faire. C'est très compliqué, je ne vous le conseille pas. Mais si vous avez l'habitude de prendre des VTC ou des taxis et que vous tombez sur des Tesla, alors je voulais absolument prendre une photo de ça, et il se trouve que quand je prends des VTC, j'ai pas forcément la pensée de prendre ces photos, mais souvent le chauffeur Uber, qu'est-ce qu'il fait? Il a une petite ventouse sur ce magnifique écran pour mettre son téléphone dessus et pour pouvoir naviguer. Et c'est un peu la limite de la chose. L'approche de Tesla, elle est de dire on propose une meilleure expérience d'infotainment, notamment sur la carte, parce que sur la carte, on propose un parcours de recharge, et que pour pouvoir vendre des voitures électriques et que ce soit utilisable, on a besoin d'avoir une navigation qui inclut la recharge. Et donc, du coup, on va faire notre propre système et complètement le fermer. Ça a beaucoup marché au début. Aujourd'hui, on atteint un peu les limites de ça. Et vraiment, ça reste le dernier constructeur à ne pas supporter CarPlay Android Auto. Si vous n'avez pas ça sur votre voiture et que vous voulez faire du bien à la planète, je vous conseille une approche qui a été faite par une influenceuse qui s'appelle Marie Lopez, Enjoy Phoenix, qui a fait une story il y a moins d'un mois et qui explique que sa vieille Fiat 500 n'est pas compatible avec CarPlay Android Auto. Il y a des solutions. Le produit qu'elle installe là, ça coûte moins de 100 €. Ça permet d'installer ça sur sa voiture au-dessus de l'écran de l'infotainment classique et d'avoir un écran dédié dessus. Aujourd'hui, transformer une voiture avec un infotainment CarPlay Android Auto, ça devient accessible à tout le monde.
Mais peut-être qu'en 2022, vous avez regardé la WWDC, la conférence développeur Apple, et que vous avez vu ça. Qui ici a ça dans sa voiture? Alors, si quelqu'un avait levé la main, je lui aurais dit que c'est un menteur, parce qu'en fait, aucune voiture ne propose ça. Aucune voiture ne propose pas ça, et c'était un peu mon point de départ. On l'a vu en 2022, on l'a revu un peu en 2023, et aucune voiture ne propose ça. Et ce que vous voyez là, c'est pas CarPlay, c'est the new generation of CarPlay. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette approche, c'est notamment que toute la UI de la voiture, et même les jauges qui sont derrière le volant, sont entièrement contrôlées par CarPlay, et c'est quelque chose qu'Apple nous a présenté il y a 2 ans. Et jusqu'à il y a très peu, on n'avait pas une nouvelle dessus. Il se trouve qu'on a des nouvelles aujourd'hui, et que Aston Martin, avec la DB12 qui va sortir normalement au mois d'octobre, va proposer the new generation of CarPlay, directement 2 séries sur la DB12. Très belle voiture d'ailleurs. Et donc, on aura l'occasion de pouvoir tester cette magnifique voiture avec cette magnifique nouvelle interface. Côté Android, est-ce qu'il y a la même chose? En fait, oui, il y a la même chose. Et cette même chose, elle est avec une approche un peu différente. Et cette approche, ça s'appelle Android Automotive. Android Automotive, ça rompt avec cet esprit qu'avait CarPlay et qu'avait Android Auto, de se dire c'est mon téléphone qui va faire un affichage déporté sur ma voiture, mais c'est la voiture qui installe Android directement dans la voiture. Et donc ici, j'ai aussi des informations qui sont directement gérées par l'interface Android, Android Automotive pour le coup, et qui sont directement installées dans la voiture. Android Automotive, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années et qui est notamment installé sur les gammes Renault et Volvo principalement. Par contre, il n'y a pas de nom, c'est The New Generation Android Automotive si on veut faire le parallèle. Mais en fait, cette intégration avec notamment la clim et avec notamment des actions de la voiture, c'est vraiment quelque chose qui est en train de sortir. Et pareil, c'est en train de sortir et ça va sortir sur très peu de modèles. Donc ici, on a une interface Android sur cette voiture, sur une Chevrolet, qui va aller même derrière le volant et qui va même faire les jauges derrière le volant. Ils vont même plus loin dans leurs promesses en proposant ce que fait déjà Tesla sur leur système d'infotainment, c'est d'avoir une séparation entre un mode roulant et un mode garé. Et donc du coup, alors ça c'est une annonce de la Google I.O. d'il y a 3 semaines. Il y a 4 semaines, alors vous êtes sûrement passé à côté parce que tout le monde s'en fout de Android Automotive à la Google I.O. Mais la grosse annonce, c'est qu'il va y avoir des jeux et des vidéos qui seraient disponibles dans Android Automotive en mode garé. Et le premier jeu qui va sortir, ce sera Angry Birds sur la voiture. Donc ici, c'est présenté sur une Volvo. A priori, le premier modèle qui va être disponible avec ce nouveau système d'Android Automotive, c'est le Chevrolet Blazer EV. Donc c'est un gros SUV électrique. Il y a de grandes chances que ce modèle ne sorte jamais en Europe. C'est un modèle plus taillé pour les États-Unis et plus dans les besoins des États-Unis. Et du coup, on aura peut-être moins la chance de le tester. Et en vrai, entre tester un SUV électrique et une Aston Martin, moi je préfère tester l'Aston Martin. Il y a un dernier produit que vous avez peut-être pas vu, que vous utilisez pas forcément, mais qui existe aussi dans ces gammes de produits, et qui existe depuis des années également. Et ce produit, ça s'appelle CarKey dans le monde Apple. CarKey, c'est quoi? C'est la possibilité d'ouvrir ma voiture avec mon téléphone ou avec ma watch. Et c'est très simple, j'ai une clé que je vais mettre dans mon wallet, sur mon téléphone ou sur ma watch, et qui va me permettre d'ouvrir ma voiture. Quand on parle de CarKey, en fait, il y a 2 grosses générations de CarKey. Il y a une première génération qui a été surtout implémentée par BMW, et voire exclusivement implémentée par BMW en Europe, qui permet d'ouvrir la voiture de 2 façons. Donc, qui permet d'ouvrir la voiture très simplement. Je pose mon téléphone ou je pose ma montre sur la poignée, ce qui permet d'ouvrir la voiture. Et pour démarrer la voiture, je dois poser ma montre ou je dois poser mon téléphone à un endroit précis de l'intérieur de la voiture pour pouvoir la démarrer. Il y a une contrainte de sécurité super importante là-dessus. Les constructeurs de voitures, ils tiennent beaucoup. Ils ne veulent surtout pas que quelqu'un puisse démarrer
une voiture alors que quelqu'un a la clé juste à l'extérieur de la voiture. Et donc il y a une notion de position précise pour faire ça, et c'est ça qui ne permet pas simplement de faire une solution complètement sans fil. La solution complètement sans fil, elle existe depuis le début, elle a été planifiée depuis le début, depuis les premières annonces de Car Key, mais elle a nécessité du temps, notamment de mise à jour de vos téléphones. Parce que ah oui, j'ai oublié de parler de ça. Il y a une autre fonction, avant de parler de la deuxième solution, il y a une autre fonction qui existe de base dans Car Key, qui est une fonctionnalité de partage. Si vous avez Car Key nativement, vous êtes capable de prendre la clé et de l'envoyer par message à quelqu'un, potentiellement avec des droits réduits, pour donner accès à quelqu'un à la voiture. Potentiellement avec une limite de kilomètre de vitesse, potentiellement avec une limite de position. Il y a plein de choses qui sont prévues dans le protocole autour de ça. Donc c'est ça ce que je vous ai expliqué avec la première génération de Car Key. C'est vraiment, je vais prendre mon téléphone, je l'approche de la poignée et la voiture va s'ouvrir. La deuxième génération de Car Key, elle a été permise par une technologie qui a l'air complètement anodine, mais que vous connaissez tous, c'est l'AirTag. Et en fait, si on regarde ce qui a marqué sur un AirTag, si vous utilisez des AirTags, il y a deux technologies importantes qui sont mentionnées sur l'AirTag. Assembled in China, tout le monde s'en fout, mais les notions importantes, c'est Bluetooth Low Energy. Donc c'est du Bluetooth. Donc ça permet de faire du sans fil. Mais le problème du sans fil, c'est que c'est pas directionnel. Et Ultra Wideband, c'est aussi appelé UWB. C'est une technologie hardware qui, couplée au Bluetooth, permet justement de faire de la détection précise dans un espace clos d'où est la personne, et ça va permettre de détecter si votre téléphone est présent dans la voiture ou à côté de la voiture. On n'est pas juste sur une distance. Et c'est à cette condition hardware, que les constructeurs de voitures ont accepté de se dire « je suis prêt à mettre la clé de mes voitures dans un téléphone ». Chez Android, ça existe aussi. Ce screenshot vient du site de Android Auto. Il se trouve que la fonctionnalité de clé sur téléphone n'a pas de nom chez Google. Donc c'est un peu dur d'en parler. Je vais l'appeler Car Key aussi, mais sachant qu'on va voir après, chez tous les constructeurs, ça a des noms différents. Mais cette fonctionnalité existe aussi. Et vous voyez que dans les fonctionnalités qui sont prévues sur Android, on a bien le triptyque technologique NFC, donc la première génération de Car Key, BLE plus UWB, la deuxième génération de Car Key. Et donc, on a exactement les mêmes fonctionnalités, et on a exactement le même fonctionnement, et on a également le partage de clés qui sont aussi disponibles sur cette technologie. En parlant de compatibilité de téléphone, il y a des contraintes hardware à faire ça. Ça, c'est un screenshot qui vient du site de Kia, mais les contraintes sont pareilles pour tout le monde. Il faut posséder des choses, par exemple le détecteur du WB, qui n'est pas très présent sur Android, et il faut aussi un Secure Element, donc c'est une contrainte technique aussi pour pouvoir stocker les clés. Sur iPhone, globalement, ça va être à partir de l'iPhone 11 qui sera compatible, et à partir de l'Apple Watch série 6, sur Android, on n'aura que les Google Pixel à partir du 6 et des Samsung. Alors Samsung c'est compliqué, mais globalement c'est à partir du S21. Les notions chez Samsung sont un peu compliquées sur les différentes propositions de Samsung. Sur quelle voie est-ce que vous avez accès à cette fonctionnalité sur votre voiture? Sûrement que non. Sûrement que non, parce que tout vient de sortir ces derniers temps. Donc là, je suis sur le site d'Apple, des modèles qui sont compatibles avec Car Key. Et le bon élève sur ce sujet, c'est BMW, qui, depuis tous ces modèles, depuis 2021, propose Car Key en première génération. Et depuis cette année, je dirais mars, les modèles qui sont sortis après mars proposent Car Key de deuxième génération. Donc petit à petit, il y a tous les modèles qui sont mis à jour. Et petit à petit, tous les modèles sont disponibles par rapport à ça. Combien ça coûte de mettre Car Key sur une série 1, par exemple? Si on prend un modèle un peu, l'entrée de gamme chez BM, combien ça coûte? Pour pouvoir accéder à Car Key, aujourd'hui, c'est presque de série, c'est dans le pack premium. C'est plus une option. Le pack premium sur une série 1, ça vaut 1850 €. Et dans ce pack premium, j'ai l'accès confort à 0 € qui permet d'accéder au BMW Digital Key Plus.
Alors le BMW Digital Key, c'est ce que j'appelais CarKey première version, et le Key Plus, c'est la deuxième version. Donc si on regarde dans la description qu'en fait BM, donc c'est des fonctionnalités de confort étendues. Donc on a bien du déverrouillage sans s'approcher de la voiture, basé sur la technologie Ultra Wideband UWB. De la même façon, il y a de base cette fonctionnalité. Il y a de base cette fonctionnalité qui permet de partager des clés. BM l'a limité à 5 personnes. Ce qui est intéressant, c'est que BM propose les deux technologies pour iPhone et pour Android. Les deux sont compatibles. Par contre, la nouvelle version sans contact n'est pas encore disponible sur Android aujourd'hui, mais ça devrait arriver. Mais les deux sont compatibles. Ça veut dire que si vous avez un Android, vous pouvez partager la clé à un iPhone, et si vous avez un iPhone, vous pouvez partager la clé à un Android. Ça devrait déjà vous donner des idées de comment c'est fait tout ça. Le deuxième constructeur à proposer ça, c'est Mercedes. Et Mercedes vient d'annoncer une nouvelle version de la classe E 2024. Il y en a déjà en concession, j'ai pas encore eu le temps de la tester, mais la classe E 2024 est compatible avec CarKey. Mercedes, alors quand je vais dans la doc de chez Mercedes, je me rends compte que c'est pas disponible que sur la classe E, c'est disponible sur d'autres modèles aussi. Après, vous avez plus de chances d'avoir une classe E qu'une classe S limousine ou une Maybach classe S. Et il y a sûrement moins de chances qu'il y en ait en concession. Mais le choix qu'a fait Mercedes sur ça, c'est d'être compatible uniquement avec Apple aujourd'hui, avec les mêmes types de limitations qu'on a chez BM. Pourquoi ils ont fait ce choix-là? Parce qu'ils ont sauté une étape. Et en fait, quand on regarde ce que propose Mercedes, c'est un pack keyless go. Donc là, on est sur une option à part, on n'est pas du tout dans une finition de la voiture. On est sur une option à part qui toute seule fait 1 550 € sur une classe E. Et cette option, elle permet de faire directement la V2 de la clé digitale. Et c'est quoi? C'est je me rapproche du véhicule, je pose ma main sur la poignée, elle va s'ouvrir toute seule. Je m'éloigne du véhicule, elle va se fermer toute seule, je rentre dans la voiture, je peux la démarrer. Donc ça, c'est disponible sur les classes E qui sont en concession en ce moment. Je vais en rajouter deux. Le premier, c'est Genesis. Genesis, c'est une marque. Genesis, c'est une sous-marque de Hyundai, un peu premium, qui ont annoncé que leur modèle 2023 de leur plus gros SUV électrique, le GV60 et le G90, sont compatibles. Et qui sur des SUV aussi, le Telluride, le Niro et le Seltos sont compatibles. Une fois que j'ai fait ça, j'ai listé toutes les voitures compatibles d'après le site d'Apple aujourd'hui. Si on va sur Genesis, quelle est la techno utilisée? Alors, ils parlent déjà d'iOS et d'Android, et ils font une technologie basée sur donc de première génération, où j'ai besoin de passer mon téléphone sur la poignée et de poser mon téléphone sur la console centrale pour la démarrer. Alors, il faut savoir que j'ai essayé de trouver les prix des Genesis. Il se trouve qu'en Europe, elles sont vendues que en Suisse, donc en francs suisses, et que ces modèles-là sont encore réservés aux professionnels. Donc c'est un peu un habit de langage de ce que je vous ai dit au début, elles ne sont pas vraiment disponibles encore sur notre marché. Côté Kia, si je prends le plus petit modèle qui est le Telluride, c'est un modèle qui est disponible que en dollars pour l'instant et que aux États-Unis. C'est globalement un gros SUV. Pareil, c'est pas forcément pour le marché français, mais il faut voir que le premier package qui supporte CarKey est globalement 10 000 $ plus cher que le plus petit package sur le Telluride. Sur Kia, comment ça marche? Pareil que Genesis. Et aujourd'hui, c'est l'entièreté des modèles qui sont disponibles pour ce genre de technologie. Il se trouve que c'est l'entièreté de ce modèle, mais si j'avais fait cette conf il y a un mois, j'avais que des BM à vous présenter. Et en ce moment, je parle avec plusieurs constructeurs, je parle avec plusieurs constructeurs de voitures, c'est le sujet en ce moment, et c'est en train d'arriver sur les voitures. Toutes les voitures qui sont renouvelées en ce moment et qui ont des nouvelles plateformes, c'est peut-être le moment d'attendre un peu si vous êtes intéressé par ce genre de techno. Mais du coup, c'est quoi CarKey? Comment ça se fait que c'est compatible, que je peux prendre ma clé, la partager, etc. En fait, c'est simple, c'est un standard. C'est un énorme standard
qui a été créé par un organisme qui s'appelle le Car Connectivity Consortium. C'est un organisme qui permet de faire de la norme automobile. C'est notamment eux qui avaient géré la norme Bluetooth qui permet d'utiliser mon autoradio en Bluetooth. Et aujourd'hui, ils proposent ça. Dans ce consortium, il y a beaucoup de gens. Il y a Apple, il y a Google, il y a BM, il y a Mercedes, il y a Hyundai, il y a Ford. Tout le monde est là, il y a Samsung. Tout le monde est là dans ce consortium. C'est l'endroit où être si on veut travailler sur ces technos-là. J'ai eu la chance de faire partie de ce consortium avec ma boîte jusqu'à il y a peu. Il se trouve qu'on a arrêté de payer, donc on n'est plus dans la liste. Mais il y a 6 mois, on était dans cette magnifique liste. OK. Donc ça, c'est ce qui est disponible sur le marché aujourd'hui. Et du coup, vous vous dites, mais est-ce que vous pouvez en tirer quelque chose de ça? Est-ce que vous, en tant que... Vous n'êtes pas constructeur de voitures, si vous ne construisez pas des voitures aujourd'hui, est-ce que vous avez moyen de faire des choses avec ça? Alors, le premier sujet, c'est... On va déjà parler de l'ancienne version de CarPlay et d'Android Auto. L'ancienne version qui est disponible et que tout le monde a à peu près dans sa voiture, en tout cas qui est disponible à peu près sur toutes les voitures neuves en Europe. Il faut savoir qu'il y a énormément de limitations sur ce que vous êtes capable de faire sur CarPlay et Android Auto. Chez Apple, d'abord, il y a un nombre très limité d'applications qu'on a le droit de faire. On a le droit de faire des applications qui diffusent de la musique. Et quand on dit une application qui diffuse de la musique, c'est pas tout à fait vrai. C'est un flux de musique qui est donné à l'interface de CarPlay et qui va l'afficher comme il veut. On peut afficher des messages type WhatsApp. Pareil, c'est pas vraiment une application, c'est un flux de données qui est affiché dans l'interface gérée par Apple. On a toute une catégorie de POI, donc de points d'intérêt qui vont être affichés sur des cartes et qui vont être affichés uniquement sur la carte d'Apple. Là-dedans, on a les points de chargeur électrique, on a les informations d'essence, de refueling, les parkings et les quick food ordering, c'est pour commander au McDo sur la route en appuyant sur un point. Il y a une dernière grosse catégorie d'applications qui est une vraie application pour le coup, qui sont les applications de navigation. Aujourd'hui, les seules personnes qui font vraiment des écrans sur CarPlay, c'est Waze, c'est TomTom, c'est des applications comme ça, c'est Google Maps. Eux, ils ont vraiment la main pour faire ce qu'ils veulent. Et quand je dis vraiment la main, c'est pas tout à fait vrai. Il y a tout un système de tuiles qui est déjà prédéfini, mais ils ont plus la main pour afficher ce qu'ils veulent à l'écran. Le petit dernier des disponibles, c'est les Driving Task App. C'est des fonctionnalités qui permettent d'afficher des informations à l'utilisateur, soit sous forme d'un point d'intérêt sur une carte, soit sous forme d'un écran, mais qui doivent être vraiment dédiés à la conduite. Pour avoir ces entitlements, on en revient au vrai formulaire de l'époque du début d'iOS. Il faut remplir un formulaire sur le site développeur Apple et faire une demande écrite de pourquoi j'ai besoin de cet entitlement et avec quel type d'application j'ai et qu'est-ce que je veux en faire. Je peux même uploader, des storyboards pour qu'ils puissent me valider. Il y a un type d'application dont je ne vous ai pas parlé là-dedans, parce qu'elle n'est pas dans la liste des entitlements, mais en fait c'est une arnaque. Cette application, c'est Automaker, published by a car manufacturer. En fait, cette application, c'est pas une application. Si je reviens à la toute première image de CarPlay, de la toute première version de CarPlay qu'on avait en 2016, c'est la fameuse application Mercedes. Cette application Mercedes, elle fait quoi? Elle quitte CarPlay, elle revient sur l'infotainment de Mercedes. Et la seule possibilité que j'ai là-dessus, c'est de faire des liens vers l'infotainment. Je pourrais avoir plusieurs apps en tant que constructeur automobile qui vont à des endroits spécifiques de mon infotainment, mais encore une fois, là, j'affiche juste une icône, j'ai même pas la vue. Je ne suis même pas capable de fournir une vue pour ça. J'ai pas de UI, j'ai juste un lien qui va me permettre de revenir dans mon propre infotainment. Chez Android, c'est à peu près la même. Donc on a Media Audio, c'est Spotify, Messaging, c'est WhatsApp, Navigation, c'est Waze, c'est exactement la même chose. Point of Interest, c'est la même chose que chez Apple. On a Internet of Things, qui est un mode spécial
notamment des véhicules connectés. Il se trouve que Internet of Things, ça ressemble beaucoup au driving, au driving task. Et on en a 3 nouveaux qui ne sont pas vraiment disponibles. C'est vidéo, games et browser, qui sont des choses qui sont disponibles que sur Android Automotive et pas sur Android Auto, donc sur la version préinstallée sur votre voiture, et qui sont disponibles seulement quand elles sont garées. Ça, c'est sorti à la dernière Google I/O, ça vient de sortir. Il y a des arnaques pour passer ça, et il y a des arnaques qui sont bien connues. Si ça vous intéresse d'avoir quand même une app sur CarPlay ou Android Auto, au moins sur Android Auto ça marche, et je vous conseille de voir ce talk de Carlos Mota à Android Makers, pas de cette année, de l'année précédente, où il explique comment il fait une application Android Auto. Alors ce qui est marrant, c'est que lui, il a fait cette application, et il ne s'est pas rendu compte de la difficulté de ce qu'il faisait, il l'a fait un peu naïvement, et son application a été validée. Son application, c'est quoi? C'est une application qui permet, donc il part de l'application Confetti. Confetti, c'est globalement la même application que Mime avec la liste des talks, etc. Et en fait, son point d'entrée de cette application, c'est un point of interest sur une map. Et donc, la marge de manœuvre, elle est là. Si vous mettez des points sur des cartes et que sur ce point, j'ai une liste des speakers et une liste des talks, je clique, je vois la photo du speaker, ça passe. Alors, c'est la limite. Et on est vraiment dans ces limites-là. On peut jouer avec la limite. Je lancerai pas un business juste sur ça parce que je suis pas sûr que vous soyez assuré d'avoir l'application. Mais sachez que c'est possible de contourner les validations comme ça. Comment on fait pour faire une application sur la next generation of CarPlay et sur le nouveau Android Automotive? Alors là, c'est là que ça se complique. À la dernière WWDC, à la WWDC de l'an dernier, il y a eu une conf spécialement dédiée à ça, qui est complètement inintéressante, qui parle de concepts un peu fumeux, et on y retrouvait un. Cette année, il y a 2 talks qui sont sortis sur The New Generation of CarPlay. J'imagine que très peu d'entre vous ont vu ces 2 talks. Le premier, ça parle de design. Alors c'est assez intéressant, mais ça parle de design et c'est un designer qui présente ce qui est possible de faire. Et le deuxième, on va un peu rentrer dedans, c'est Meet the Next Generation of CarPlay Architecture. Ce talk est à la fois super intéressant et complètement creux, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il vous présente une architecture assez compliquée de ce qui est possible de faire, et notamment des limitations techniques qu'il y a à faire ce genre de techno. Parce que si je dois afficher mes jauges de conduite sur un véhicule, j'ai besoin que ce soit temps réel, j'ai besoin que ce soit calculé directement par ma voiture, ça ne peut pas repasser par mon téléphone. Et deuxièmement, j'ai des flux assez compliqués qui arrivent, par exemple une caméra de recul, et c'est l'exemple qu'ils prennent, j'ai une caméra de recul qui doit s'afficher dans mon interface, pareil, j'ai besoin que ce soit temps réel, j'ai des gros volumes de données, ça ne peut pas passer par mon téléphone. Et donc ce qu'ils ont permis, alors déjà, ils séparent l'écran en 2, ce qui permet d'avoir 2 flux d'écran, et ils ont une nouvelle notion qui est le local compositor et le local renderer, qui permet d'avoir une partie de la UI qui est rendue par la voiture, et une partie de la UI qui est rendue par le téléphone. C'est assez compliqué comme truc, mais ça a l'air de bien fonctionner. Et ça, c'est vraiment la grosse nouveauté de ce talk. Et après, ils expliquent comment faire des apps en se concentrant sur une app assez précise, qui est l'app d'Air Conditioning. Le code qui est présenté dans cette conf, c'est celui-là. C'est du pseudocode. Attention, on peut avoir accès au climat dans la cabine, et c'est true. Vous savez que dans les conférences de la DubDub, il y a un petit onglet pour voir le code. Si on clique sur ce petit onglet, on a ça. Une liste de pseudocodes, de trucs qui seront disponibles. Je ne sais pas vraiment à qui est destiné ce talk, du coup, parce qu'il est pour le grand public, il est accessible à tout le monde, pour vous expliquer ce qui est disponible. Et en gros, le message, c'est si vous avez besoin d'aller plus loin et que vous construisez des voitures, il faut s'abonner au programme MFI, Made for iPhone, et là, vous aurez les infos. Il se trouve que, pareil, pour des raisons, j'ai été dans le MFI automobile, les infos ne sont pas disponibles à toutes les personnes du programme MFI. Il faut demander spécifiquement ces infos en tant que constructeur de véhicules pour y avoir accès.
Côté Android, donc on a vraiment cette distinction forte entre Android Auto, Android Automotive, donc installé dans la voiture, et une troisième chose qui est Google Automotive Service, c'est un peu comme les Play Services sur Android, donc c'est la possibilité d'avoir Maps, le Play Store, etc. sur Android Automotive. Les premières versions dont je vous ai parlé chez Renault et chez Volvo ne supportent pas Google Automotive Services, il n'y a pas de Play Store, mais Google permet de le séparer. Quand on creuse dans le code, il y a un package de Android X complètement caché qui s'appelle androidx.car.app.hardware.info. Dedans, il y a une petite classe car info. Dedans, on a l'impression d'avoir trouvé le Graal. Il y a la vitesse du véhicule, il y a tous les niveaux de air conditioning. Il y a toutes ces infos-là. Il y a des accéléromètres, il y a des positions GPS. C'est une super doc. Je ne connais aucun véhicule sur le marché qui supporte ça. C'est plus une déclaration pour proposer aux constructeurs d'automobiles de le proposer. Et si on regarde, cette version, elle a été publiée sur le blog d'Android Automotive cette semaine. Et donc, je vous disais que c'est disponible maintenant. C'est disponible in bêta comme in soon, on n'y est pas vraiment. La vidéo a prévu de venir sur Android Auto, mais on est vraiment sur des premières versions de tout ça. Est-ce que vous avez envie de développer votre propre car key? Déjà, est-ce que ça a du sens de développer car key? Qu'est-ce que ça voudrait dire de développer car key sur une voiture? Si vous n'êtes pas un constructeur de voiture, développer car key, ce serait quoi? Ce serait faire du hardware en rétrofit que je puisse installer sur une voiture et qui me permette d'utiliser car key sur une voiture. Est-ce que c'est possible de faire ça? À mon avis, oui. Si vous avez envie de faire ça, je pense que les premières étapes, c'est de devenir membre du CCC et de signer un NDA, de devenir membre de M-Made for iPhone et de signer un NDA, de contacter l'équipe de Google qui fait ça, qui n'a pas de nom, donc ils sont un peu plus durs à trouver, et de signer un NDA. C'est possible. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de la place pour faire ce genre de choses? Est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ça? C'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de travail pour accéder à une voiture et faire de l'ouverture, mais sachez que dans le principe, toutes les specs sont accessibles à des gens qui s'intéressent à ce sujet. Comment on en est arrivé là? Comment on se retrouve à se dire que j'ai eu des présentations qui m'ont fait rêver en 2022, que j'ai eu aucune nouvelle pendant 2 ans, ce qui m'a donné envie de faire une conf à MIME, et que d'un coup, tout se débloque en 2024. Et bien en fait, c'est que l'automobile, ça marche pas comme le développement d'apps mobiles, et c'est un sujet. Ça, c'est une page Notion dans ma boîte, c'est notre release train, et toutes les 2 semaines, on met une nouvelle version sur les stores de toutes nos applications, parce qu'on a une CI et des tests derrière qui nous permettent d'être sûrs que nos applications sont à jour. Les mises à jour de voitures, ça marche pas comme ça. Et pour vous expliquer ça, je vais vous parler d'une voiture qui me parle, parce que c'est la première voiture sur laquelle j'ai travaillé dans la location de voitures. C'est la Classe A 2017. De son petit nom, la W176 Phase 2. Et sa petite sœur, qui est apparue après, la nouvelle Classe A 2019, la W177 Phase 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors déjà, vous voyez que les voitures ne sont pas les mêmes. On a une voiture beaucoup plus basse sur la nouvelle Classe A. Alors, faut pas regarder les jantes, ça c'est de la finition, mais on a une forme un peu différente, on a une forme un peu moins agressive, mais on est sur le même type de voiture. La grosse nouveauté de la W177, donc de la Classe A, de la nouvelle Classe A 2019, c'est son écran. Il y a un écran complet dedans, et du coup ça a permis d'accélérer sur tous les sujets de CarPlay et d'Android Auto. Deuxième sujet, cet écran il est tactile, parce que dans la première version, le CarPlay n'était pas tactile. On n'a pas parlé de ça pour l'instant, du tactile pas tactile, mais on avait une genre de petite molette qui permettait d'interagir. C'est pas arrivé tout de suite, et c'est pas arrivé tout de suite parce que c'était pas disponible.
Il faut savoir aussi que il y a eu un moment avec le manque de microprocesseurs chinois et la guerre en Ukraine où Mercedes est revenu un peu en arrière là-dessus et a mis les anciens écrans de classe A sur les nouvelles classes A. Mais normalement, ces modèles sont plus en circulation. Mais il faut faire un peu attention avec ça. Si je vais sur Wikipédia de qu'est-ce que c'est les phases d'une voiture. Donc là, je parle que de la classe A, encore une fois. Donc entre 2012 et 2015, on a la classe A, la W176, et on a ce qu'on appelle la phase 1 de cette classe A. Pendant ces 4 ans, cette voiture n'a pas du tout bougé. En 2016, on a la phase 2 qui sort, et la phase 2, c'est une petite mise à jour, et c'est cette petite mise à jour qui nous permet d'avoir CarPlay dans nos voitures. Il y a notamment la fameuse 180D avec un moteur Renault qui a une consommation de presque 3 litres. C'est très bonne voiture. En 2018, il y a révolution. On repart sur donc, ce qu'on appelle la classe A 2019 qui est sortie en 2018. Oui, parce que les dates ne correspondent pas en plus. En 2018, la classe A 2019 sort en novembre 2018. Et là, on repart vraiment de zéro et on a ce nouvel écran tactile et on a vraiment des nouvelles fonctionnalités. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières années. Il y a eu le Covid, il y a eu les guerres en Ukraine. On a une phase qui a duré un peu plus longtemps, mais on commence à peine à déployer les phases 2 dans les programmes Mercedes. La classe E que je vous ai montrée et qui du coup est disponible avec CarKey, c'est la première de cette génération à avoir une phase 2. Donc on peut imaginer que d'ici 1 an ou 2, toutes les voitures de la gamme Mercedes vont aller vers CarKey. En tout cas, ce serait dans la logique. En tout cas, en option. En ordre de grandeur, quand tout va bien, la phase 1 d'une plateforme, ça dure entre 4 et 5 ans. La phase 2, c'est plutôt un reboost, donc ça dure 2-3 ans. Ici, on a des phases 1 qui ont duré 6 ans. C'est beaucoup. Voilà. Mais le Covid, la guerre en Ukraine, etc. Chez Mercedes, c'est simple. Parce que si je vais chez Stellantis, par exemple, c'est encore plus compliqué. Si je prends par exemple la Peugeot 208, elle a une plateforme sur laquelle j'installe CarKey, où j'installe CarPlay, j'installe Android Auto. Et en fait, cette plateforme, elle est réutilisée dans le groupe Stellantis. Elle est déjà réutilisée chez Peugeot, parce que un Peugeot 2008, c'est une 208 montée en SUV, et c'est la même plateforme. Et donc, du coup, j'ai exactement les mêmes composants. Et donc, du coup, si je veux développer ça, j'ai besoin de le développer dès le début. Et dans le groupe Stellantis, j'ai l'Opel Corsa, qui est aussi une 208, en fait. C'est la même plateforme. La carrosserie change un peu, mais en vrai, c'est la même plateforme. J'ai une Opel Corsa, j'ai une Citroën C3, j'ai une DS3, j'ai beaucoup de voitures qui partagent, en fait, exactement les mêmes caractéristiques techniques. Donc, quand je fais un projet dans l'automobile, déjà, je m'engage pour 7 ans. Et en plus, je fais 6-7 modèles de voitures avec juste ce que je viens de développer. Qu'est-ce qu'ils en pensent tout ça, ces gens? Première chose, il y a une déclaration qui m'a aussi un peu motivé à venir vous parler de ça, d'un responsable de chez Mercedes, Ola Källenius, le CEO de Mercedes, je crois, qui a fait une déclaration qui a été traduite par Mac Forever. Il a sûrement fait cette déclaration en anglais ou en allemand, mais il a dit « Abandonner toute l'unité principale du cockpit, dans notre cas, un écran passager, et tout le reste à quelqu'un d'autre ?» La réponse est non. En fait, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit qu'il est contre the new generation of CarPlay. Il est contre parce qu'il a l'impression qu'il apporte de la valeur dans ce sujet-là. Il a l'impression que c'est l'expérience Mercedes passe par ça, alors que dans les premières déclarations en 2022 à la WWDC, il y avait le logo Mercedes et il y avait déjà des accords avec Mercedes pour travailler là-dessus. Mais ce qu'a envie de vendre Mercedes aujourd'hui, c'est une interface complètement Mercedes et une expérience complète de chez Mercedes. Parallèlement à ça, en 2016-2017, il y a un mec qui s'appelle Ogi Redzik qui était responsable du numérique dans l'alliance Renault-Nissan et qui a dit quelque chose qui, moi, m'a marqué et qui, moi, me parle beaucoup. Alors, il n'est pas resté très longtemps. Il a dit ça dans un contexte particulier où Renault-Nissan rachetait beaucoup de boîtes de dev dans le domaine. Sous son impulsion, il est resté qu'1 an et demi chez Renault-Nissan. Mais lui, ce qu'il disait, c'est que, selon lui, les constructeurs automobiles, ils n'arrivent pas à se battre contre des Apple et contre des Google.
Aujourd'hui, si j'ai mon iPhone, si j'ai mon Android, je m'attends à avoir une mise à jour majeure de mon téléphone tous les ans. Je m'attends à avoir une mise à jour majeure d'Android Auto, de CarPlay tous les ans. Le cycle de développement dans l'automobile, pour des bonnes raisons, pour des raisons mécaniques, c'est 7 ans, c'est 9 ans. Il y a un moment où l'infotainment, ce qui s'affiche sur votre écran de votre véhicule, ça devrait être fait par les bonnes pratiques de développeurs. Et ils devraient... Alors, peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'une mise à jour toutes les 2 semaines, comme nous on fait, mais tous les ans. Peut-être qu'ils ont besoin d'une mise à jour tous les ans. Et la conviction qu'il avait à l'époque, c'est que Renault-Nissan... Alors, en plus, Renault-Nissan a eu des problèmes plus compliqués derrière, mais qu'un constructeur automobile aujourd'hui devrait avoir au moins une partie de ses employés qui ressemble à une entreprise informatique. Et moi, j'ai l'impression que dans ce sujet-là, c'est plutôt le mec de Renault-Nissan qui a raison, parce que dans nos attentes en tant que consommateurs, on a vraiment envie de cette évolution. On a vraiment envie, ah bah tiens, maintenant je suis capable d'avoir de la navigation avec des recharges. Peut-être qu'il y a un nouveau réseau de recharge que j'ai envie de rajouter et j'ai pas envie de racheter une voiture pour être compatible avec un nouveau réseau de recharge. Et peut-être que la stratégie de Mercedes en ce moment, c'est de s'enfermer un peu dans ce que fait Tesla, peut-être moins, mais de s'enfermer un peu dans ce que fait Tesla en disant bah, nous, on a une solution qui marche bien, on a une solution qu'on a envie de vous vendre, et de se faire dépasser parce que les temps de développement sont trop longs. J'ai une deuxième partie de la conclusion, c'est que moi, si je m'achetais une voiture, je me prendrais bien la Aston Martin DB2, en rouge comme ça, elle est un peu... Ouais. Et en plus, elle est compatible avec The New Generation of CarPlay. Elle a un petit défaut, cette voiture, c'est que en ce moment, avec le cours de la livre sterling et de l'euro et plus les taxes, on doit être à peu près à 250 000 euros. Mais ça a l'air d'être une voiture complètement stylée. En tout cas, j'aimerais bien faire des tests là-dessus. Avant de vous prendre des questions sur le sujet, sur à peu près tous les réseaux, je m'appelle @mauser. Ça, c'est une photo de moi sur un circuit avant de conduire une Ferrari F8 Tributo. C'était un grand moment dans ma vie. Je bosse pour une boîte qui loue des voitures. J'ai fait le choix de ne pas vous en parler pendant toute ma conf. Il se trouve qu'en ce moment, la location de voiture, c'est compliqué. Si vous avez besoin de louer une voiture, allez checker les prix, allez checker les trucs. Il y a des choses intéressantes. C'est pas le cœur de mon talk. Et surtout, si vous avez des questions en dehors de ce que je viens de présenter, mais qui touchent de loin à l'automobile, si vous voulez parler de la fin du Buscan et de son remplacement par l'Ethernet, si vous voulez parler de la victoire de Ferrari à Monaco et à 24 heures du Mans, si vous voulez monter une boîte qui fait du rétrofit de car key sur n'importe quel car modèle et qui fournit des Aston Martin DB12 en voiture de fonction, je serai présent au bar ce soir à l'after party et je serai sûrement là jusqu'au bout. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup pour ce talk. Moi, j'avais plusieurs questions qui vont peut-être s'enchaîner vers une troisième question. Là, vous avez parlé du coup des Buscan et Ethernet. Au départ, vous disiez que c'était le téléphone qui projetait entre guillemets un écran déporté. Du coup, ça devait être cloisonné et pas du tout en relation. Maintenant, avec la nouvelle génération, vous dites qu'on va avoir le Android Auto Motive et le CarPlay nouvelle génération vont avoir accès à des informations sur la vitesse, les compteurs, tout ça. Ça veut dire qu'ils vont être en relation directe avec... Ce ne sera pas en relation directe, c'est vraiment la voiture qui est en relation avec ça. Et c'est vraiment... Alors, sur Android Automotive, c'est encore un peu flou parce qu'il n'y a pas vraiment d'exemple dans la vraie vie. Sur CarPlay, c'est vraiment sur quoi insiste Apple. L'information de la vitesse, l'information ne passe pas par le téléphone. Ce qui se passe, c'est que le téléphone va faire de l'écran déporté, va mettre un trou, et dans ce trou, c'est la voiture qui va render une jauge. Une jauge de vitesse, une jauge de tour moteur, une jauge de n'importe quoi. Donc c'est vraiment la voiture qui fait le rendering de ça.
À la limite, dans le protocole, il y a le moyen de passer des styles, de passer des styles à la voiture, mais c'est vraiment la voiture qui fait le rendering, et elle fait du local rendering qu'elle va intégrer dans l'image. Donc c'est vraiment ça le sujet, et on a vraiment une séparation des données, et c'est une bonne chose, je pense, pour la sécurité. Et du coup, ça fausse un peu une deuxième question qui était quid d'Internet dans les voitures, l'accès à Internet. Est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'il y a des... Alors, l'accès à toujours Internet, passer par le téléphone, chose comme ça. l'accès à Internet, c'est prévu. Alors déjà, dans les technos, j'avais prévu ça, je ne l'ai pas sorti. Dans les technos, il y a des choses un peu différentes qui sont tentées. Ça, c'est une carte de chez IBM qui permet d'ouvrir la voiture et qui permet de faire une clé en NFC qui a un bon compromis entre ce que fait Car-Key et ce que fait et la clé physique, qui passe par onde radio pour le coup. Toutes ces solutions-là ont des solutions qui passent par Internet, mais qui passent par Internet, ça veut dire que c'est plus limité. Notamment, ça veut dire qu'il faut que la voiture ait du réseau, qui est une notion pas simple à comprendre pour un utilisateur, mais qui est un peu au cœur de mon travail. La voiture a besoin d'avoir du réseau pour faire de l'ouverture par Internet. Il se trouve que toutes ces solutions, je pense par exemple chez Mercedes, il y a la plateforme Mercedes-Me qui permet de faire de l'ouverture à distance. Chez Tesla, il y a la même chose. Chez BM, il y a la même chose. Chez Audi, il y a la même chose. Toutes ces voitures proposent ces fonctionnalités d'ouverture à distance. Là, l'intérêt de Car-Key, c'est qu'on fait du offline. Et qu'on appuie plus sur un bouton. Je m'approche de ma voiture, je rentre dans la voiture, je la démarre. Ok. Et je vais laisser la place aux autres. Juste une dernière chose, du coup, c'est pas demain qu'on pourra ouvrir une vitre avec son téléphone? Non. Alors, la réponse est non. Très bien, merci. Mais faire... Oula. J'ai gagné la loterie, je suis le premier. Il y a deux sujets dont... il y a un sujet dont tu n'as pas trop parlé, c'est la potentielle voiture Apple qui a disparu. Et l'autre truc, c'est je me demande si tu te rends pas compte que Apple se heurte à l'industrie de l'automobile, où ils pensent qu'ils sont un peu dans leur monde à eux avec des licornes où tout va se passer très vite. Et puis finalement, à chaque fois... ils prennent des murs parce que l'industrie automobile, comme tu l'as bien décrit, c'est pas du tout l'industrie IT, quoi. Alors, sur la voiture Apple, Apple s'est pris un mur, effectivement. Et je pense en tout cas à moyen terme, on ne reverra plus de voiture Apple, que ça n'a plus de sens aujourd'hui. Apple sait faire du logiciel, sait faire de l'infotainment mieux que les constructeurs automobiles et l'ont démontré. De la même façon que Google sait le faire mieux que les constructeurs automobiles. Et mon opinion à moi, c'est que c'est les constructeurs qui vont se prendre un mur sur ce sujet-là. Aujourd'hui, tous les constructeurs vont vouloir faire de la résistance sur CarPlay ou sur le New Generation of CarPlay ou sur Car-Key. Aujourd'hui, l'expérience ressemble tellement à ce que demandent les utilisateurs et qu'on va finir par aller vers quelque chose là-dessus. Même Tesla aujourd'hui. L'application Tesla, qui est un peu les gens qui ont un peu tout refusé de ces protocoles, l'application Tesla sur téléphone, aujourd'hui, elle satisfait beaucoup les utilisateurs de Tesla parce qu'elle était en avance, parce que depuis mon application Tesla, je peux mettre la clim et fermer les fenêtres. Une fois que les gens seront habitués à une expérience de je m'approche de ma voiture, je la démarre, ils n'auront plus envie de revenir à des choses comme ça, à mon avis. Merci. C'est quoi l'OS Tesla? J'en profite. C'est propriétaire. C'est du C++ propriétaire, ça. Ah, ok. Merci pour le talk. Du coup, Go Virtuo, vous louez des voitures. Il y a déjà des loueurs de voitures qui débloquent avec le téléphone, mais sans utiliser Car-Key. Enfin, oui. Avec des boîtiers spécifiques et tout. Et du coup, est-ce que vous faites ça aussi? On fait ça aussi. Et c'est comme ça que je suis dans ce milieu-là. On a des voitures. On a des voitures à nous. J'avais dit que je parlais pas de la boîte, mais en ce moment c'est compliqué. Mais au maximum, on a eu presque 5000 voitures d'à peu près toutes les marques.
avec de l'ouverture en Bluetooth en rétrofit, à la fois avec des solutions du marché d'équipementiers auto et à la fois avec des solutions qu'on a développées nous-mêmes. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai traîné sur ce sujet. C'est pour ça que ça m'intéresse particulièrement. Voilà. D'accord, donc du coup, au maximum, vous utilisez le déblocage Car-Key, j'imagine, s'il est disponible. Aujourd'hui, on n'est pas compatible Car-Key. Ok. Et aujourd'hui, peut-être que si la chose que j'ai pu rater dans ce sujet-là, sur Car-Key, pour moi, il y avait une énorme place à imaginer Car-Key pour la location de voitures, ou au moins pour la flotte de voitures, avec des possibilités de faire des clés avec des dates d'expiration, de faire de la délégation de certificats de clés de voiture. J'ai essayé de faire des propositions dans ce genre, je n'avais pas le poids pour le faire. Donc aujourd'hui, Car-Key est complètement dimensionné pour la voiture personnelle. Je pense que je pense que la voiture ne disparaîtra pas, que la voiture non autonome ne disparaîtra pas, que la voiture au moins exceptionnelle thermique ne disparaîtra pas. Par contre, je pense que la voiture personnelle disparaîtra dans plein de situations. Et là-dessus, ils vont pas dans le sens de l'histoire, ces gens. Mais... Dernière question du coup. S'il y a des questions, effectivement, Mathieu, ce sera le dernier coucher ce soir. Il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup pour ce talk, oui, effectivement. Donc une question rapide, mais parce que je pense qu'on va l'évoquer ensemble après au bar jusqu'à la fin de la nuit. C'est tout ce qui concerne la sécurité, parce qu'on est sur un outil informatique. Il y avait déjà des problèmes de sécurité avec les déblocages des voitures avant, avec les problèmes de scanner, de radio pour les clés. Ouais. Voilà, enfin bref, donc bon, je pense qu'on ne va peut-être pas en parler ici, mais voilà, mais ça reste un outil informatique, donc il est probablement à câble, et s'il est à câble... Alors, les problèmes de sécurité sur des clés radio, c'est un sujet que je connais bien aussi. Dans ce contexte-là, en termes de sécurité, et notamment dans ces domaines-là, le sujet, c'est pas d'être sécurisé, parce qu'aucune voiture n'est sécurisée, aucune voiture ne sera jamais sécurisée. C'est d'être plus sécurisé que les autres. Aujourd'hui, je peux affirmer qu'une voiture, qu'une BMW série 1 aujourd'hui, ouverte avec Car-Key, est plus sécurisée qu'avec la clé radio. Les protocoles de chiffrement qui sont mis en place sont plus forts. Et il n'y a pas de raison que ce soit... En plus, on est sur des distances plus courtes. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est plus sécurisé. Après, ça fait longtemps que les clés radio, c'est plus un signal fixe et que c'est du challenge response. On est sur du challenge response aussi, forcément, dans du Car-Key, quel que soit le protocole qui est derrière, que ce soit du NFC, que ce soit du Bluetooth. Il y a des choses mises en place. On ne sera jamais complètement sécurisé, mais on est plus sécurisé le reste. Oui, le truc, c'est de ne pas faire voler son téléphone, quoi. Oui. Et deuxième point, il y a plusieurs autres marques qui utilisent le keyless, oui. avec notamment téléphone. En ce moment, il y a la pub pour la Juke, je crois. Il y a Skoda aussi qui fait fonctionner ces trucs-là. Est-ce qu'ils utilisent des ersatz de CarPlay ou ils ont développé leur truc chez eux? Pour l'instant, ils ont développé leur truc chez eux. Je pense que alors, Skoda, je connais mal, mais j'ai l'impression que Renault va aller vers ce genre de technologie et qu'ils ont des premières versions de ça. Aujourd'hui, ils font juste du Bluetooth. Hein. C'est aussi simple que ça. Il y a des solutions. Il y a pas beaucoup de... Alors, pour résumer, il n'y a pas une grande différence technologique entre ce qu'ils font actuellement et ce que propose la clé dans le wallet, la digital key dans le wallet chez Apple et chez Google. Et l'expérience utilisateur est vraiment meilleure, donc ils ont tout intérêt à aller vers ça. Merci beaucoup. Merci. Mathieu.